On vous présente aujourd'hui le projet Parenthèse. Parenthèse, c'est un accompagnement qu'on offre maintenant, qui a été déployé comme projet pilote à Montréal, au Palais de justice de Montréal depuis 2 ans maintenant. Parenthèse, c'est l'accompagnement qu'on offre aux gens qui viennent faire une requête d'évaluation d'urgence pour une requête d'évaluation psychiatrique d'urgence. Dans le cadre de la loi P38, loi qui prévoit qu'on peut passer outre le consentement de quelqu'un dont la santé mentale pose un risque à sa sécurité ou à la sécurité d'autrui et qu'il n'y a pas d'autres interventions envisageables, donc vraiment de dernier recours. Dans le cadre de la loi P38, il y a plusieurs démarches qui peuvent se faire, dont la requête, et nous, c'est strictement dans cette démarche-là qu'on accompagne les gens qui vont finir par la demande. Donc, Audrey, peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui a amené le ministère à penser au projet Parenthèse et solliciter Équijustice pour le déployer. Alors, merci. Dans le fond, c'est à Montréal, il y a la directrice du Palais de justice qui, par ailleurs, c'est ça, elle a un baccalauréat en travail social, elle a beaucoup de sensibilité au niveau des personnes qui arrivaient au greffe, des personnes, quand on parle de personnes, on parle de proches qui ont un proche, excusez-moi, là, qui souffre de santé mentale. Alors, on parle d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, d'un ami proche, d'un collègue de travail qui souffre de problématiques de santé mentale. Puis, on arrive devant le greffe, puis là, on est démunis, on est stressé, on est en détresse, puis on veut présenter une requête d'urgence. Puis les greffiers, bien qu'être très intentionnés, eux, c'est des techniciens en administration, des agents de secrétariat, ils voulaient bien aider les personnes, mais premièrement, il n'y avait pas le temps parce qu'il y avait d'autres choses au greffe. Et deuxièmement, il n'y avait pas cette capacité d'écoute-là. Alors, ce qui a été proposé, c'est de peut-être amener un organisme communautaire ou un organisme dans les palais de justice pour accueillir ces personnes-là, pour les aider à remplir le formulaire, le cas échéant, parce que peut-être qu'ils ne rempliront pas le formulaire, mais pour les accueillir. Puis, qui d'autre de mieux placé que Équijustice, qui ont une écoute sincère puis un accueil inconditionnel pour remplir ce beau mandat-là. Alors, c'est comme ça qu'on a approché Équijustice pour voir s'ils voulaient embarquer dans cette belle aventure. Et c'est justement notre approche humaine dans notre accueil auprès des gens qui font toute la différence pour eux. Ces gens-là qui arrivent en détresse cherchent souvent la solution miracle à leur situation. Ils s'attendent à ce que la personne soit prise en charge suite à la requête et c'est pas nécessairement le cas. Donc, on a aussi un travail de démystification, d'information auprès des gens. Le nom parenthèse a été pensé entre autres parce que cette situation peut être une parenthèse dans la vie des gens. Leur relation avec l'autre, la situation va continuer au-delà de cet épisode de requête et c'est ça qu'on va explorer avec eux. Fanny, peux-tu nous dire un peu, nous raconter comment que ça se passe concrètement? Est-ce que... Ah oui. OK, donc... excusez, je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro. L'accompagnement, comment on le fait, vous allez voir, il n'y a rien qui va vous surprendre. On est vraiment dans l'approche relationnelle. Donc, quand les gens arrivent, on les accueille dans l'état qu'ils sont. Cet état-là peut être souvent majoritairement, les gens sont en détresse. On le ressent dans leur corps. Tu sais, ils arrivent puis sont pas bien. Là. Des fois, ils ont vécu un événement le matin même ou dans la nuit qui s'est passé. Donc, c'est ça, ils arrivent en détresse, ou on peut avoir des gens, des fois, qui arrivent, qui sont très rationnels, qui sont décidés, qui savent c'est la bonne demande, fait qu'ils sont sont peut-être moins dans l'émotion. Donc, c'est ça, on les accueille peu importe dans quel état qu'ils sont. On prend le temps de les écouter, donc qu'ils puissent nous déverser leur bagage de qu'est-ce qu'ils vivent, c'est pour qui qu'ils veulent faire cette demande-là, c'est quoi leur relation avec cette personne-là. Puis, on va les amener à scénariser avec eux le fait que cette demande-là n'est pas anonyme. Donc, la personne peut savoir que c'est eux qui ont fait la requête. Fait qu'on les amène à scénariser qu'est-ce que ça va créer dans leur relation par la suite qui a fait cette demande-là.
On va les amener à scénariser aussi tout l'aspect sécurité. Donc, des fois, les gens viennent faire ces demandes-là parce qu'ils sentent, eux, que leur sécurité est compromise. Donc, on va les amener à scénariser si la personne rentre à l'hôpital aujourd'hui, mais elle ressort demain. Est-ce que vous vous sentez quand même en sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vivre avec vous pour un temps? Est-ce que vous pouvez, vous, aller vivre chez quelqu'un d'autre juste pour vous assurer de votre sécurité le temps que la personne elle aille mieux? Fait qu'on s'assure de tout ça, on le scénarise avec eux, puis par la suite, si la personne, c'est vraiment la demande qu'elle veut faire, on va l'accompagner à faire le formulaire. Puis on peut les amener, on peut aller avec eux devant la salle de cours et même dans la salle de cours, on peut les accompagner jusque-là. Par la suite, on leur propose de faire un appel de suivi qui est 1 ou 2 semaines après pour savoir comment ça s'est passé par la suite, puis peut-être leur donner des références selon où ils sont rendus dans leur situation. Souvent, les gens, quand ils viennent faire la demande, ils ont un peu comme des œillères, donc ils sont rendus là, c'est la demande qu'ils veulent faire, puis on a beau leur donner des références, ils peuvent pas être à l'écoute des autres options. Donc, quand on fait l'appel de suivi 1 ou 2 semaines après, ils sont peut-être plus réceptifs à connaître c'est quoi les autres ressources qu'il y a autour d'eux. Fait que je peux vous donner un petit exemple de ce que notre accompagnement peut amener aux gens. J'ai eu une dame qui est venue faire la demande pour son fils. Elle était vraiment déterminée. C'est le médecin qui avait dit votre fils il est rendu là, vous devez faire la demande. Donc elle est arrivée puis elle était décidée, c'était ça la solution. Puis en scénarisant avec elle, en discutant avec elle, elle a réalisé, elle s'est mise à imaginer le moment où la police allait aller chercher son fils et l'amener de force à l'hôpital. Puis ça, c'était trop pour elle. Elle était pas capable de se l'imaginer. Puis elle a dit non, je suis pas rendue là. C'est pas la bonne demande pour moi. Je veux essayer d'autres choses avant de faire ça. Donc, elle a choisi de pas faire la demande. Si on n'avait pas été là, comment ça fonctionnait avant? Elle serait arrivée au palais, elle aurait reçu un formulaire, elle l'aurait rempli, puis elle serait passée devant le juge. Elle n'aurait pas eu de moment où elle aurait pu se poser, puis vraiment regarder l'ensemble de la situation, puis prendre une décision éclairée. Fait que c'est ça qu'on permet aux gens de s'asseoir, puis de vider ce qu'ils vivent sur la table, puis après de pouvoir l'analyser, puis choisir la bonne solution pour eux. Les intervenants demeurent impartials devant la poursuite de cette requête ou non, dans le fond. Donc, comme on a notre phrase clé, la médiation mais, on est dans le même concept, la requête mais. Qu'est-ce qui va être affecté? C'est quoi la suite des choses? La santé mentale, c'est quoi l'importance pour l'intervenant de connaître la santé mentale? On n'a vraiment pas besoin d'être des experts en santé mentale, on n'a pas besoin de rien connaître là-dedans. On n'est pas là pour dire aux gens oui, ce que la personne vit, c'est de la santé mentale, ou de dire oui, c'est la bonne demande d'aller faire ça. On est juste là pour les accompagner dans le processus. Donc, c'est un soutien, c'est une écoute qu'on leur offre, puis on n'est pas là pour juger de la situation, donc on n'a pas à savoir, avoir des connaissances en santé mentale dans notre bagage. La possibilité d'un dialogue, c'est aussi quelque chose qu'on peut explorer lors de nos rencontres avec les gens. Ça dépend aussi à quel moment on va le proposer. Est-ce que c'est sûr que quand on a quelqu'un qui nous parle de quelqu'un qui est en psychose, qui est désorganisé, c'est pas le moment opportun pour proposer un dialogue, mais est-ce que c'est au moment du suivi, lorsqu'ils nous disent que la personne a été potentiellement stabilisée? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent envisager? Des fois, est-ce que le dialogue peut être pas nécessairement entre le demandeur et le défendeur, la personne concernée, mais entre les membres de l'entourage qui ne s'entendent pas sur les soins ou le soutien à offrir à la personne de leur entourage? Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut imaginer un potentiel accompagnement vers un dialogue. À Montréal, ça nous est arrivé, pas de se rendre à un dialogue en tant que tel, mais d'avancer vers. Donc, Maria, je te laisse présenter notre... Oui, c'est sûr que nous, à Montréal, mais en fin de compte, dans les projets en tant que tel, on envisage se projeter dans un futur comme étant une place où les dialogues que nous utilisons avec la médiation pénale, puis la médiation spécialisée, que ce soit avec les mais, puissent également être utilisés pour reconstruire les connexions des proches qui ont été peut-être abîmées à cause de la requête
d'évaluation psychiatrique qui peut être des fois trouvé un peu forcé par la personne qui l'a subi. À Montréal, nous avons eu un dossier en particulier d'une maman qui est venue en détresse faire cette requête pour sa fille qui habitait avec elle. Dans ce moment-là, sa fille a été diagnostiquée comme étant une personne bipolaire, puis à cause qu'elle ne prenait plus sa médication de bipolarité, ben c'est sûr que les ennuis à la maison, ça commençait à être de plus en plus sévère. La dame est venue avec l'espoir de pouvoir avoir la requête d'évaluation psychiatrique tout de suite, ce qui s'est passé, mais avec un suivi fait par ma collègue Olivia. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes rendus compte qu'elle était ouverte également à faire un dialogue ou une tentative de médiation avec sa fille quand elle allait sortir de l'hôpital. Nous avons envisagé de faire différents types d'ateliers de communication avec elle pour pouvoir préparer un éventuel dialogue. Et même si on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec cette médiation-là, la maman, elle a pu avoir de différents outils qu'elle a pu utiliser pour pouvoir parler plus convenablement et impartialement avec sa fille par rapport à ses limites qu'elle-même elle voulait prendre dans sa maison, dans sa demeure, puis pouvoir se faire respecter en dehors le contexte de savoir que sa fille, elle était atteinte d'une problématique en santé mentale, mais plutôt en la traitant sans étiquette comme une personne totalement humaine, individu. Donc, nous à Montréal, on a vu ce dossier-là, puis on a été capable de pouvoir expérimenter la médiation avec elle, puis comme nous on les connaît en médiation spécialisée, c'est un dossier qui peut prendre un peu de temps, ça peut aller de différents côtés, ça peut avoir des comas, des points de suspension, mais tout le temps dans une parenthèse où est-ce que peut-être que ça pourrait s'inhaler dans un éventuel dialogue avec la fille quand elle va être en mesure de pouvoir le faire. Donc, c'est un beau exemple de comment on peut voir que l'aimer que nous utilisons en médiation pénale, médiation spécialisée, peut être également utilisé dans les dialogues avec deux personnes. Et qu'en est-il du déploiement actuel, Audrey, de parenthèse? Bien, c'est très intéressant. À Montréal, en 2022-2023, on a eu, laissez-moi lire les bons chiffres, 520 demandes et 205 suivis. C'est vraiment, tu sais, c'est sûr que c'est un gros district. Pour Longueuil, on a eu 183 demandes et 83 suivis. Puis là, présentement, Joliette vient juste d'entrer dans la danse le 1er mai. Alors, j'ai su qu'il n'y avait pas encore de dossier, mais on va être très impatient de voir s'il y a des dossiers. Trois-Rivières se sont dit intéressés aussi. Puis, je vous fais une petite annonce publicitaire. Là, si jamais vous pensez que dans votre région, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de publicité auprès des directeurs de palais de justice, mais des fois, sont vraiment occupés à d'autres priorités. Alors, si vous pensez que dans votre région, ça pourrait être intéressant, ben juste nous contacter, puis on va regarder ça ensemble, ça va nous faire plaisir. Oui, justement, actuellement, il y a un cadre de référence qui est élaboré par les partenaires pour expliquer c'est quoi le programme. On a un guide de l'intervenant, guide à l'attention de l'intervenant sur le type de questions qu'on pose, à quoi ressemble un peu l'accompagnement. On peut faire, on a une petite formation qu'on fait quand le projet se lance ailleurs, des observations si on est à proximité de Montréal, la Rive-Sud, de venir voir sur le terrain comment ça se passe. Nos partenaires clés sont bien entendu le ministère de la Justice, qui est là pour assurer des liens entre tous les partenaires, ou aussi permettre de faire des améliorations au service, entre autres le formulaire qui est maintenant en ligne, mais qu'on a pu réviser, rendre plus facile et accessible pour la population. Donc, ça peut être fait grâce au ministère qui a pu endosser ces changements-là. Les palais de justice, donc les directeurs, les greffiers surtout, qui sont nos collègues du quotidien, qui, dans le fond, on va pouvoir échanger sur la suite, tout ce qui est volet administratif au palais. Les juges, pour les mettre au courant de l'accompagnement que les gens ont avec nous, parce qu'on va être présent des fois dans la salle de cours à titre d'observateur, donc qu'ils soient conscients de c'est quoi notre rôle auprès de des gens. Bien sûr, le réseau de la santé, les services sociaux, donc notre but, c'est pas de dédoubler des services qui existent déjà, mais de s'arrimer avec
ceux qui sont là, pouvoir faire des références personnalisées aux gens. Donc, on parle ici de ressources pour les proches, ressources les centres de crise, par exemple, aussi peut-être nous, à Montréal et Rive-Sud, on a fait un lien avec un collectif de défense des droits des gens atteints de santé mentale. Alors, ça nous permet d'aller voir l'autre côté de la médaille, parce qu'on oublie que les gens qu'on rencontre sont en détresse et on tombe dans leur détresse on peut tomber dans leur détresse avec eux. La situation, elle est très urgente quand ils nous la présentent, mais il y a un autre volet qu'on ignore complètement. Alors, d'aller chercher ces autres ressources-là qui peuvent nous rappeler justement cette requête-là. Il y a peut-être des côtés qui sont moins le fun à cette requête-là pour la personne qui l'a subie. Il faut pas négliger ce côté-là. Les policiers aussi, parce qu'ils sont ceux qui réfèrent, les premiers référents à la requête. Les policiers, habituellement, lorsqu'ils peuvent pas agir sur place, qu'il n'y a pas une urgence pour pouvoir amener la personne eux-mêmes, ben c'est là où ils vont dire aux gens, vous n'avez pas le choix, allez faire une requête, mais il n'y a pas plus qui accompagne. Donc, les gens arrivent avec des attentes autres que réelles de ce qui va se passer réellement avec s'ils vont de l'avant avec la requête. Donc voilà pour ce qui est de notre accompagnement, mais j'aimerais ça qu'on termine avec le retour qu'on a des gens qu'on rencontre, les demandeurs, et aussi le vécu des intervenants dans cet accompagnement-là. Donc, par rapport au retour qu'on a des gens, pour moi, personnellement, dans tous les volets de mon travail, c'est le volet où je reçois le plus de reconnaissance des gens. Les gens sont tellement contents qu'on a été avec eux durant ce moment-là qui est très difficile. Les gens le font pas de gaieté de cœur, c'est très difficile pour eux de venir faire la demande. Donc, d'être accompagnés, d'être écoutés, on l'a entendu ce matin, comment les gens ont besoin d'être entendus, qu'on leur offre cet espace-là, ça leur fait vraiment du bien, puis ils nous le disent, ils nous remercient vraiment sincèrement, là, c'est le volet où j'en reçois le plus. Et les intervenants, de devoir rencontrer ces gens en détresse-là? C'est sûr que la santé mentale, à mon avis, c'est une bête inconnue qu'on n'est pas capable de bien comprendre à ce jour-ci. On a des hypothèses qu'on peut peut-être traiter avec une thérapie cognito-comportementale, avec des médicaments, la méditation. On a différentes hypothèses, mais ça reste inconnu ainsi. Pour pouvoir protéger les intervenants de faire un burn-out ou de pouvoir se protéger en tant que tel, ne pas devenir aussi une personne avec des problématiques en santé mentale, on fait des rotations chaque semaine. Donc, un lundi, c'est une intervenante et le mardi, c'est une autre intervenante. Mais particulièrement, même si on est dans une intervention où est-ce qu'on n'est pas spécialisé, je tiendrais à vous dire que ça m'a fait grandir à moi particulièrement beaucoup comme personne, pour pouvoir savoir que même si je peux lire, même si je peux étudier puis graduer de toutes les universités possibles en santé mentale, quand on est dans l'œil de l'action, je connais absolument rien. Puis c'est avec toutes mes bras ouverts que je reçois la personne pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de passer. Donc, c'est vraiment juste de savoir comment mieux adopter son type d'intervention pour que la personne puisse être au moins soutenue dans cette parenthèse de sa vie. Moi, je lis beaucoup, puis je suis très spirituelle, puis je pense qu'il y a une situation qui a fait un de mes poètes préférés, Rumi. Ça s'applique très bien dans la situation que je vis avec le P38. Il a dit que hier, j'étais coquine et je voulais changer le monde, mais aujourd'hui, je suis sage et j'ai compris qu'il fallait que je me change moi-même. Donc, c'est vraiment en faisant un petit travail intérieur qu'on peut aider les personnes qui sont tellement en détresse quand ils arrivent dans la porte du palais de justice en train de chercher de l'aide désespérément. Donc, oui, pour nous, un peu plus, c'est une bête, c'est un morceau de gâteau de chocolat très grand. Mais j'aime penser que si on est arrivé ici, c'est parce qu'on est capable de le faire.
Puis, cela dit, c'est différent de région en région. Donc, quand on déploie ce projet, cet accompagnement-là, c'est pas pareil. On s'attend pas à ce que ça soit qu'on conforme l'accompagnement partout, mais bien qu'on va s'harmoniser dans nos pratiques, qui est d'offrir notre accompagnement, notre bienveillance. Donc voilà, merci. C'est les questions. Des questions? Vas-y, Marielle, t'es capable. Bonjour, je voudrais savoir si vous savez qui est dépositaire de la ligne 988 et si ce ministère-là ou cet organisme qui est responsable de cette ressource-là est considéré comme un de vos partenaires en santé mentale. On parle de InfoSanté, InfoSocial, le 811? Non, on parle d'une ligne dédiée aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou des questions qui sont relatives à la santé mentale. C'est le 988. Non. 988, mais on va investiguer. Est-ce que c'est présent dans toutes les régions? Bien, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça que, en parlant, là, on va vérifier puis on va rajouter dans notre guide qui est sûrement imparfait parce que c'est un tout nouveau projet, mais ce qu'on vise à faire, c'est d'aller chercher vraiment beaucoup de collaboration puis beaucoup de concertation. Ça fait que c'est un work in progress, comme on dit, là. Puis on va l'ajouter là, dans notre livre de référencement là, sans problème. Là, on va vérifier ça. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez récent, mais je ne connais pas la provenance ou qui est derrière ça. D'où l'importance de ma question, puis peut-être le vouloir de développer un partenariat avec eux éventuellement. Oui, tout à fait. On n'est pas en collaboration avec eux à ce jour, mais moi je pense que tout organisme en santé mentale, ce sont nos collègues également, puis c'est nécessaire de pouvoir s'unir pour pouvoir s'entraider dans ce phénomène qu'on est en train de vivre. Donc, merci. Oui, c'était ça ma question, en fait. Comment vous vous assurez du partenariat ou comment vous vous assurez de ne pas empiéter? Que je pense des fois, il y a des organismes comme la Croisée qui accompagnent les personnes, qui viennent en aide aux proches de personnes qui vivent des troubles de santé mentale, ces choses-là. Ça va être fait comment, en fait? Ben, ça dépend des régions, mais à Montréal, ça a très bien été reçu. Il y a personne qui faisait ce qu'on fait, ce qu'on offre. Donc, de savoir que, OK, une chance, vous êtes là et que la personne, elle n'est pas laissée à elle-même rendue au palais, ça rassure énormément les partenaires. Et du même côté de nous, de pouvoir avoir une personne contact dans les endroits afin de faire un suivi si la personne, elle est... J'ai compris, Serge. Si la personne, elle n'a pas eu de suivi d'un organisme auquel on l'a référé, ben, au moins, on peut faire ce suivi-là avec elle, par exemple. Mais ça a très bien été reçu, je crois. Bien, pour la Rive-Sud, c'est sûr qu'il y a des organismes, des fois, qui accompagnent les gens pour remplir le formulaire. Il y a des fois des intervenants qui peuvent aller avec eux au palais de justice. Donc, c'est arrivé au début que, justement, des intervenants arrivent avec les gens, puis en s'assoyant devant nous, ils ne comprenaient pas pourquoi on était là, puis qu'ils avaient l'impression que, justement, on dédoublait peut-être les services. Fait que c'est sûr qu'on a pris le temps d'aller voir les organismes pour pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on faisait puis pourquoi on était là, puis que on n'est pas là justement pour dédoubler, mais qu'on est là pour le filet des gens qui ne sont pas passés par ces organismes-là. Donc, les gens qui arrivent directement au palais de justice, qui n'ont pas eu recours à d'autres services, on est là pour pouvoir les aider. Fait que c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui arrive avec un intervenant, on prend moins le temps parce qu'il y a déjà tout eu ça, ils sont déjà accompagnés, donc on ne fait pas exprès de répéter tout ce qui a déjà été fait, là. Fait que maintenant, sont très contents, les organismes, qu'on soit là. Puis aussi, il y en a qui sont, des fois, qui n'ont pas le temps, les intervenants, d'accompagner jusqu'au palais. Donc, de savoir qu'on est là, ça les rassure. Puis ils disent aux gens, faites juste aller au palais, il va y avoir quelqu'un d'Équijustice qui va vous accompagner rendu là. Puis eux, ils ont un sentiment de moins de culpabilité, disons, de laisser la personne partir seule. Donc, c'est très bien reçu.
On reçoit d'ailleurs aussi pas juste des proches, mais des intervenants qui viennent faire des requêtes. Donc, c'est sûr que les rencontres avec ces intervenants sont pas autant longues qu'avec un proche. Puis des fois, ils peuvent se demander pourquoi on les rencontre, mais ça permet un peu de voir qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire et qu'est-ce qu'ils vont faire si la requête n'est pas accordée, bien sûr, parce que ça se peut qu'elle soit pas accordée. Donc, des fois, ça peut être eux-mêmes de voir que dans leur réseau, ils n'ont pas appelé la prochaine ressource. Je pense à une intervenante en hébergement qui venait pour une femme, puis qui se disait qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle va aller à la prochaine ressource, mais cette femme-là fait le tour de toutes les ressources, puis personne ne se parle, mais vit probablement la même problématique avec elle, ou peut-être ils viennent chacun faire une requête, puis on ne le sait pas, donc de se parler finalement. Donc, des fois, de simplement explorer cette possibilité-là, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les intervenants. En fait, ben, je trouve ça vraiment un très beau projet. C'est une très belle initiative. Puis, je fais partie des personnes à Trois-Rivières qui est intéressée par le projet. Mais j'avais quand même quelques questions. J'entends à Montréal, ce que je comprends, c'est que vous êtes sur place au Palais de justice. Là, j'entends que le projet s'est déployé dans certaines régions. J'imagine que ça va être différent d'une région à l'autre. Je m'interrogeais plus sur la question d'urgence, en fait. Tu sais, j'entends effectivement que c'est la personne qui arrive, puis c'est là qu'elle veut faire sa requête. Si on n'est pas sur place, tu sais, souvent on répète qu'on n'est pas non plus un service d'urgence. Comment ça peut être? Est-ce qu'il y a un délai de 24 heures, 48 heures? Est-ce qu'il faut se déplacer? C'est un peu la question que j'avais là, quand j'avais entendu parler du projet. Je ne sais pas si vous avez des réponses pour l'instant à me donner, là, mais... En général, une personne qui va dire « Ah, ben je pense que je vais revenir la semaine prochaine », ben là, ça donne du jus pour réfléchir à elle est où l'urgence si tu peux attendre une semaine, parce qu'on est dans une démarche d'urgence. Donc, les gens qui viennent puis décident d'aller de l'avant, ça se fait le jour même, mais il y en a qui viennent chercher l'information, finalement, comprennent mieux c'est quoi cette démarche, que c'est pas une prise en charge que la personne va avoir, et donc, je pense que je vais aller contacter son équipe traitante en premier, je vais revenir si je vais revenir peut-être, donc il peut revenir à un autre moment. Il n'y a rien qui les empêche de repartir puis de revenir. Donc, à Joliette, par exemple, qui vient d'être déployé, ils sont pas sur place, mais ils sont proches du palais, donc ils se font appeler. Une requête arrive, ils se font appeler pour dire il y a quelqu'un qui est là et l'intervenant peut se déplacer sur place. À Montréal, à Longueuil aussi, on est au palais. Donc, on reçoit les demandes qui sont là à Montréal, c'est sur rendez-vous parce qu'il y a un très haut volume. Donc, c'est pas du tout la même réalité. On s'attend à Montréal de faire ça de notre journée entière, à recevoir les gens, soit des rendez-vous ou des gens qui arrivent en urgence. Il y avait une question qui était directe sur, avez-vous des données à savoir le pourcentage de proches qui ont finalement décidé de ne pas utiliser la garde provisoire et de suivre vos conseils pour envisager d'autres options? Je sais qu'on a des pourcentages, je pense qu'on les a pas présentement avec nous, mais on les a faites, les statistiques, en tout cas sur la Rive-Sud, je sais qu'on les a faites, fait que ça va sûrement être peut-être dans notre rapport d'activité. Allô? Oui. Si je me trompe pas, c'est entre 10%, mais c'est important de savoir que nous, on peut pas leur dire quoi faire à ces personnes-là, parce que c'est leur droit de pouvoir faire une requête d'évaluation psychiatrique, puis ça va être au juge d'évaluer si c'est nécessaire ou non de la faire. Par contre, l'effet de pouvoir scénariser avec cette personne, puis faire une ouverture de plan de match en communauté, ça ouvre la porte à pouvoir réflexionner avec cette type de demande. Puis des fois, la personne peut trouver une ressource qui est un peu moins forcée pour pouvoir subventionner à cette désir de pouvoir être aidé. C'est aussi nécessaire à savoir que nous ici au Palais de justice de toutes les régions, que nous avons déployé les projets. Quand que la personne elle vient puis la volonté n'est pas exactement la meilleure, donc c'est de mauvaise volonté, lorsqu'on est en train de faire une scénarisation avec elle, dans ce cas-là, ils ont plus tendance à ne pas le faire. La demande de requête d'évaluation psychiatrique parce qu'ils se rendent compte que c'était peut-être pour des mauvaises intentions qu'ils faisaient.
la requête ou pour des autres intentions que la sécurité de cette personne ou la sécurité de notre personne. Il y a deux critères pour pouvoir avoir la demande. Le premier critère que le juge va regarder, c'est juste l'urgence de la demande, comment que les actions sont survenues sur place dans les 2 semaines ou même 1 semaine. Puis également, ils vont regarder si la personne en tant que telle est en danger pour elle-même ou pour une autre personne. Donc ça, c'est 2 critères que le juge va regarder, qui va regarder puis va mettre en place pour voir si c'est nécessaire de la donner, cette ordonnance. Puis si jamais le juge ne lui donne pas l'ordonnance, ben c'est sûr que nous, on va pouvoir donner des autres options en communauté. Puis c'est là que les ressources viennent à l'aide. Mais des options qu'on va avoir explorées avant même de se rendre, avant d'avoir le refus du juge. À Montréal, la majorité des gens vont aller de l'avant avec la requête. Ils ne changent pas d'idée. On se questionne sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont de l'avant. Il y a le fait qu'à Montréal, ils prennent un rendez-vous, ils se sont mobilisés cette journée-là, ils ont pris congé, ils sont là, ils veulent le faire. Il y en a, ils vont hésiter lors de la rencontre. Ah, est-ce que je vais de l'avant? Ah, j'aurais pas envie. Ah, il va-tu savoir que c'est moi qui l'ai fait? Ils ont ces appréhensions-là. Mais en bout de ligne, ils sont comme, ben, écoute, si je la fais pas aujourd'hui, c'est parce que je vais revenir la semaine prochaine. Puis là, c'est la logistique de leur vie qui rentre en compte. Puis ils vont de l'avant. Puis là, on ramène, ben, si c'est une urgence, tu l'as fait aujourd'hui, elle situe l'urgence. Donc, c'est rare que les gens vont se désister de la démarche, mais ils vont avoir une meilleure idée de comprendre les impacts de leur démarche par la suite.